Alors bonjour à tous, aujourd'hui ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de vidéo, mais je reviens dans cette vidéo donc pour parler d'un petit sujet donc, qui concerne ce que aujourd'hui on va appeler tout ce qui est haut potentiel, ou ce qu'on appelle encore les zèbres, ou encore ce qu'on appelle les surdoués. Et donc dans cette vidéo je vais donner mon avis personnel sur le sujet, donc plus particulièrement je vais dire pourquoi moi je pense personnellement que c'est une idéologie moderne, donc qui est causé par un manque profond de connaissances sur la nature humaine, en l'occurrence. Et donc, dans cette vidéo, pour cela, je vais tout d'abord, dans un premier temps, énoncer ce que l'on entend généralement dessus, donc sur les hauts potentiels, les critères qui permettent, soi-disant, de les différencier des autres, de les détecter. Et donc ensuite, pour chacun de ces critères, je vais en faire la critique donc personnelle, donc d'après mon point de vue à moi, mon vécu personnel, donc bien sûr, et je poursuivrai donc après ces critères, donc à la fin de cette vidéo, sur donc mon analyse personnelle sur la nature humaine. Qu'est-ce que c'est que la nature humaine? Donc pour vous expliquer un petit peu selon moi ce que c'est. Voilà. Alors donc pour la première partie de cette vidéo, donc concernant les critères donc haut potentiel, se disant, donc j'ai regardé une vidéo précédemment qui décrivait donc ces critères. Donc cette vidéo, c'est d'un soi-disant psychologue donc moderne qui a donné soi-disant donc 20 critères qui permettent donc de les différencier. Donc cette vidéo sera en description de cette vidéo. Comme d'habitude, je mets toujours les sources en description de mes vidéos. Et donc je vais principalement me baser sur cette vidéo-là parce que ça regroupe globalement tous les critères qu'on peut entendre généralement sur ce sujet. Néanmoins, je compléterai un petit peu les critères qu'on a entendus parce que bon, c'est un petit peu incomplet par rapport à ce qu'on peut entendre par ailleurs. Mais justement sur ce sujet, il faut bien comprendre que il n'y a pas de consensus général, si je puis dire, sur ce phénomène des hauts potentiels. Ce n'est pas comme si c'était une définition. Donc déjà, ça c'est très important à comprendre. C'est un petit peu le même phénomène qu'on observe dans l'idéologie du New Age, ou l'idéologie du Nouvel Âge, comme je l'ai appelé, et donc dont j'ai traité ce sujet donc dans une de mes précédentes vidéos, car pareillement, donc l'idéologie du Nouvel Âge n'a pas de définition commune, chacun va l'entendre un petit peu à sa façon. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Quand on entend différents témoignages, on voit que ça ne se recoupe pas totalement à chaque fois, et que chacun va le vivre à sa façon. Donc c'est déjà ici donc un premier indice sur lequel je voulais attirer votre attention, qui doit vous alerter normalement sur la fiabilité ou non d'une théorie. Donc voilà, normalement une théorie c'est quelque chose qui est fixe, c'est quelque chose qui est absolu, qui doit réunir tout le monde sur cette théorie. Ici ce n'est pas le cas. Donc voilà, ici, cette théorie donc, des hauts potentiels, chaque personne va en parler, ne va pas en parler donc de la même manière ou avec des termes donc extrêmement subjectifs et égocentrés. Et donc dans ce cas-là, il faut vraiment rester prudent. Donc voilà. Et donc avant de commencer à énoncer ces critères donc, que j'ai retenus dans cette vidéo, donc, je vais tout d'abord dire certaines choses que l'on entend généralement sur ce phénomène. Donc, première chose qu'on entend généralement sur ce phénomène, c'est que des hauts potentiels, ils sont déjà tous différents. Donc, on va notamment nous citer deux embranchements principaux. On va dire notamment qu'il existe les hauts potentiels intellectuels et les hauts potentiels émotionnels. Donc, ça fait déjà une première division ici qu'on observe, donc entre les personnes qui vont être plus axées sur l'intellect et les personnes qui vont plus être axées sur l'émotionnel. Mais en plus de cette première division, il va y avoir des sous-divisions qu'on entend parfois. Donc voilà, on va dire par exemple qu'il n'existe pas qu'une seule forme d'intelligence, mais de multiples intelligences. Et donc, on va diviser en quelque sorte les hauts potentiels intellectuels en différents groupes d'intelligence. On va notamment parler donc de l'intelligence analytique, logique et mathématique, donc voilà, qui va concerner un petit peu ce domaine mathématique, logique. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est intelligence linguistique, par exemple. Ensuite, l'intelligence créative, l'intelligence animale, et qui va nous permettre tout simplement d'avoir
une bonne compréhension du comportement animal, hein. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il l'entend. Donc l'intelligence végétale, pareil avec les végétaux, hein, donc concrètement, avoir une bonne affinité avec le monde végétal, quoi, en quelque sorte. Mais ici, on voit bien qu'en fait, en quelque sorte, ils essayent de faire des petites catégories dans cette grande catégorie des HP, hein, donc des hauts potentiels qu'ils ont voulu créer, donc dans cette théorie. Et donc ils font des sous-catégories, comme ça, des petites catégories, histoire de réussir à faire rentrer en quelque sorte le plus de personnes dans leur théorie, hein. Puisqu'ils voient bien que la diversité des vécus et des ressentis des personnes ne peuvent pas coller en quelque sorte à une théorie générale et qu'ils ont voulu universelle, si je puis dire. Car, enfin voilà quoi, ils le disent, hein, chacun est différent, etc. Tout ça, et donc ils essayent le plus possible de subdiviser leur classification, hein. Mais tout ceci, bien sûr, en disant que eh bien, ces capacités, hein, cet intellect ou cet émotionnel développé ne concernent que les HP. Et donc, en gros, ce n'est pas pour les autres. Ici, l'idée sous-jacente, hein, qu'il y a derrière, qu'il faut bien comprendre, c'est que, en gros, si vous pensez être spécial, c'est que vous êtes HP, hein. Mais par contre, si vous ne pensez pas être spécial ou particulièrement différent des autres, eh bien dans ce cas-là, vous n'êtes pas HP, hein. C'est ce qu'on entend généralement, on va dire, les HP, ils ont une manière différente de penser, mais après, de l'autre côté, ceux qui ne sont pas HP, on va les appeler les normaux pensants, hein. C'est bien dans le terme, en fait, on va dire que les autres personnes, elles sont normales, et nous, on est hors de la norme, hein, on est extraordinaire, quelque chose comme ça, hein. Vous voyez? Et donc, en quelque sorte, quand on dit qu'on est spécial, on parle toujours de nous par rapport aux autres. On va dire qu'on est spécial ou unique par rapport aux autres, hein, vous comprenez bien. Alors ici, je dirais que ce phénomène, donc HP, reflète surtout la manière dont vous voyez par rapport aux autres et dont vous voyez les autres surtout par rapport à vous, hein. Donc ça va être très important, je vais en revenir tout au long de la vidéo, parce que c'est ce point qui est fondamental donc, dans cette théorie, c'est comment est-ce que vous voyez les autres surtout par rapport à vous, hein. Et donc, ce que je viens de décrire ici, hein, donc dans le phénomène de la normalité ou de l'anormalité, si je puis dire, hein, ça se rapproche beaucoup d'une théorie de New Age qu'on entend beaucoup sur Internet, hein, enfin voilà, quand on creuse un petit peu, j'ai envie de dire. Et donc, cette théorie New Age, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une théorie qui dit que certaines personnes ont une âme, hein, ont un ressenti, etc., ont une aspiration dans la vie, donc ont une âme, hein, mais que les autres, c'est-à-dire la majorité des personnes, en sont dénuées, hein, c'est-à-dire que la majorité des personnes n'ont pas d'âme et sont en quelque sorte comme des robots qui fonctionneraient sur la Terre comme des animaux, quoi, hein, très, très clairement des animaux, voilà, hein. Donc voilà, hein, ça se rapproche beaucoup de cette théorie, je trouve, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait de la violence, je trouve, de ces propos, hein, parce que là on est clairement sur une déshumanisation de l'homme, hein, à mon sens, hein, donc voilà. Donc c'est très important de comprendre ça pour moi. Également une chose qu'on entend sur ce phénomène donc haut potentiel, hein, donc dernier point avant d'aborder les 20 critères que j'ai retenus, hein, c'est qu'on entend souvent que la plupart des personnes HP, donc soi-disant HP, pensent ne pas l'être. Parce qu'on va dire, oui, les personnes HP sont généralement avec plein d'humilité et n'ont pas assez confiance en eux, etc. Tout ça, donc ils pensent ne pas être différents des autres alors qu'ils le sont, on va dire, hein. Donc ça vient de là, cette idée. Et donc ça fait dire à ces personnes, hein, qui disent que la plupart des HP pensent ne pas l'être, qu'en gros il y a deux solutions, j'ai envie de dire, enfin deux issues, oui, voilà, la personne qui va penser ou pas être HP, donc on va dire, soit la personne se reconnaît et donc admet être HP, et donc dans ce cas-là, elle est HP, hein, on va dire ça. Et donc deuxième issue ici de la problématique, on va dire, mais si vous ne pensez pas être HP, si vous ne vous reconnaissez pas dans le principe, ou si vous doutez, on va dire que vous êtes quand même HP, hein. Vous voyez, là il y a un gros problème, hein. C'est qu'en fait, ce n'est pas vous qui allez déterminer ou qui allez vous ressentir dans ce phénomène, mais c'est plus la vision que les autres ont sur vous qui va déterminer que vous êtes ou que vous n'êtes pas HP, hein. Donc on voit bien ici le problème, ce n'est pas vous qui décidez, mais c'est plus la manière dont les autres vous voient
qui va déterminer lui il est HP ou lui il n'est pas HP. Hein. Parce qu'avec cette manière de penser, en fait, on arrive très facilement à conclure que tout le monde est HP en fait, hein, voilà, hein, très clairement. Et donc je vais donc commencer à énoncer les critères que j'ai relevés donc dans cette vidéo. Hein. Le premier critère qui est énoncé, c'est donc l'hypersensibilité émotionnelle. Donc on nous dit avec des torrents émotionnels, des changements d'humeur soudains. Hein. Alors là, ce que je peux en dire, c'est que c'est un critère subjectif. Qu'est-ce que cela signifie objectivement être hypersensible émotionnellement, hein? Parce que lorsqu'il y a hypersensibilité, ça veut dire qu'il y a donc sensibilité tout court ou qu'il y a sous-sensibilité. Hein. Mais donc par rapport aux autres, hein, encore une fois, hein, mais comment savez-vous ce que les autres ressentent, hein? Est-ce que vous êtes sûr que les autres montrent systématiquement ce qu'ils ressentent ou pas, hein? Ça, vous n'en savez rien en réalité. Hein. De plus, un point sur lequel je veux insister, c'est qu'on peut très bien être affecté par un événement particulier, mais pas du tout par d'autres événements que l'on va trouver personnellement anodins. Mais d'autres personnes vont pouvoir être affectées par ces événements que vous jugez anodins, et par contre vont être beaucoup moins affectées par les événements qui vous ont marqué. Vous comprenez bien que cela est tout à fait un ressenti personnel en fonction d'une situation particulière, et que vous n'allez pas réagir en fait à la même chose, avec la même intensité. Hein. Cela reflète donc, d'après moi, surtout les blessures et les traumatismes sur lesquels on va réagir, que l'on a subis, hein, et qui vont en quelque sorte les événements qui vont réveiller donc ces traumatismes et ces blessures qui sont enfouis donc à l'intérieur de nous. Hein. Car cela va en réalité réveiller une souffrance. Dans ces cas-là, parce que généralement on entend donc hypersensibilité émotionnelle, c'est généralement face à la souffrance. Après c'est vrai que on entend parfois face à la joie, etc. Mais bon, tout le monde peut être heureux encore une fois. Hein. Donc voilà pour ce premier critère. Donc deuxième critère, on va nous dire qu'ils ont une empathie développée, avec une capacité à ressentir les émotions des autres et à les comprendre. Alors là encore, critère subjectif. L'empathie peut être plus ou moins développée donc en fonction des personnes et des situations. Hein. Mais ici, je rappelle quand même que l'un des critères de détection des psychopathes, hein, voilà, en psychologie donc, des psychopathes, est donc la quasi-absence d'empathie. Hein. Donc ici, j'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut pas confondre donc un état normal, c'est-à-dire un état d'empathie, un état qui caractérise la majorité des êtres humains, avec un état presque pathologique, qui relève plus de la maladie mentale, donc de la psychopathie, hein, qui n'est donc pas un état normal. Hein. La réalité, c'est qu'en tant qu'être humain, nous sommes tous empathes d'une certaine manière, donc toujours plus ou moins, hein, voilà, et que cette capacité donc d'empathie que nous avons est permise donc grâce à notre cerveau, à notre cerveau d'être humain, et donc notamment à des neurones, donc les neurones qu'on va appeler les neurones miroirs, qui vont nous permettre justement de ressentir l'émotion que l'autre ressent donc en même temps, voilà, par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ce qu'il nous raconte, ou ce genre de choses. Hein. Mais cette empathie va bien sûr être plus ou moins développée en fonction des personnes, hein, donc voilà, et c'est surtout une émotion qui va être ressentie par l'autre, si je puis dire, mais qui va réveiller quelque chose en vous, encore une fois ici. Hein. Il faut vous demander qu'est-ce que cette émotion que je ressens là, à l'heure actuelle, donc par rapport à ce que l'autre me raconte, ou par rapport à ce que l'autre ressent à cet instant, qu'est-ce que cette émotion ressentie chez l'autre fait écho chez vous? C'est ça la question qu'il faut se poser ici. À quoi cela vous renvoie? Si vous ressentez fortement une émotion, c'est que cela vous renvoie forcément à quelque chose dans votre vie personnelle, que cela réveille par exemple un traumatisme ou une blessure antérieure, hein. Que cela vous renvoie à une expérience personnelle. Donc voilà, hein. Donc, troisième critère, on nous dit énergie forte dans leurs relations et multiforme, c'est-à-dire intellectuelle, émotionnelle, créative. Hein. Mais encore une fois, c'est très subjectif. Hein. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Et pourquoi tout le monde ne pourrait pas avoir une énergie forte dans certains domaines de leur vie, hein? Pour moi ici, il s'agit juste d'une question d'attrait et de centre d'intérêt. Voilà, et ça ne va pas plus loin que ça en réalité. Hein. C'est que on va mettre de l'énergie dans ce qui nous intéresse et on va délaisser le reste, tout simplement. Donc voilà, donc quatrième critère,
on nous dit qu'ils ont un grand sens de la justice, c'est-à-dire de fortes émotions face à l'injustice. Et donc avec ce critère, je rajoute une autre chose que l'on entend généralement mais qui n'était pas présente dans cette vidéo. Donc on nous dit souvent qu'il y a un grand besoin de liberté aussi, de la part donc des hauts potentiels. Alors ici, ce que je veux dire, c'est que les notions de justice et de liberté sont des notions qui sont propres à chacun. Ce sont des notions sur lesquelles nous avons tous, si je puis dire, notre vision personnelle de ces notions de justice et de liberté. Et c'est quelque chose qui va dépendre également de notre évolution personnelle et qui relève donc davantage de la philosophie. Parce que ce ne sont pas des notions simples à appréhender, donc la justice et la liberté. On ne va pas tous être d'accord, si je puis dire, sur qu'est-ce que c'est réellement, qu'est-ce que c'est qu'être libre, qu'est-ce que c'est qu'une situation qui est juste ou qui n'est pas juste, etc. Et donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes donc tous attachés à la notion de justice ou de liberté, de par notre humanité. Après, donc, bien sûr, en fonction des moments et de ce que chacun traverse dans la vie, certains peuvent, par moment, donc, avoir d'autres priorités dans la vie, que ce soit la sécurité ou leur état de santé physique ou émotionnel, etc. Mais cela ne veut pas dire que ces personnes donc, qui mettent une priorité autre à un moment donné ne sont pas attachées aux valeurs de justice et de liberté. Donc, cinquième critère, ici, on nous dit que les HP sont hyper lucides, donc sur soi et sur les autres, qu'ils ont une grande perspicacité. Alors, hyper subjectif, encore une fois, c'est être lucide à propos de soi. Je dirais que ça dépend de notre compréhension de notre nature, de nos souffrances et de nos traumatismes, et de nos réactions face à celles-ci. Mais que cela reste évolutif dans le temps, et notre vision sur nous et sur notre vie peut évoluer avec le temps. Donc notre nous futur, si je puis dire, ne va pas penser que notre nous passé était particulièrement lucide par rapport à sa vision d'aujourd'hui, si vous voyez ce que je veux dire. Et en ce qui concerne les autres, nous avons donc tous une vision des autres, qui reste donc dans notre perception. On va donc en quelque sorte juger les autres par rapport à notre perception du monde, notre façon de voir le monde. Mais qui n'est pas la sienne forcément, cette vision de voir le monde. Et donc, nous n'avons aucun moyen de savoir si ce que on ressent à l'intérieur de nous, ou si ce que l'on pense de l'autre, etc., est également la vision que l'autre a de lui-même, etc. Donc, encore une fois, ici, cela fait intervenir notre sentiment d'empathie vis-à-vis de l'autre, mais cela nous renvoie toujours à quelque chose qui est à l'intérieur de nous, et ce n'est pas quelque chose qui reflète forcément la nature de l'autre. Il faut bien comprendre ça. C'est quelque chose qui va refléter quelque chose qui est à l'intérieur de vous et pas forcément quelque chose qui est à l'intérieur de l'autre. Donc voilà, donc sixième critère, on va nous dire que les HP ont une pensée en arborescence ou en réseau. Sous prétexte, donc, on nous dit qu'une pensée en amène une autre, qui va en amener une autre, etc. etc. Alors ça, d'après moi, je trouve que c'est un petit peu ridicule, entre guillemets, parce que pour moi, ça ne fait que décrire un processus de pensée tout à fait normal, donc que tout le monde va mettre en place en quelque sorte dans tout processus de déduction afin de trouver la solution à un problème particulier qui va fonctionner par déduction, par itération. On va recommencer un processus comme ça, etc. Mais c'est quelque chose que nous faisons tous donc dans notre vie en fonction de notre niveau de conscience, de notre évolution, etc. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. On a tous notre manière de concevoir l'intelligence et la conception, de modéliser, si je puis dire, notre manière de penser, de réfléchir. Donc voilà, c'est tout. Donc, septième critère, on nous dit grande créativité, imaginaire riche, innovation. Donc là, honnêtement, sur ce critère-là, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, parce que c'est extrêmement vague en fait. Grande créativité, imaginaire riche, innovation, c'est vague, c'est extrêmement vague et commun. J'ai envie de dire, les personnes dans leur vie vont avoir la volonté de créer et d'innover lorsqu'il y a quelque chose qui
qui intervient dans leur vie qui fait qu'ils ont cette envie, quoi, j'ai envie de dire. Mais ça n'arrive pas à tout le monde, pas à tous les moments, etc. Ça va venir à un moment dans la vie, ils vont avoir une impulsion, si je peux dire, une envie de faire quelque chose, et dans ce cas, ils vont la faire. Mais voilà, hein, là, globalement, j'ai pas grand-chose à dire. Je vois pas pourquoi est-ce que ça concernerait plus certaines personnes que d'autres. Hein. Voilà. Donc ensuite, 8e critère, on nous dit les HP sont perfectionnistes. C'est-à-dire qu'ils ont une grande exigence envers eux-mêmes et envers les autres. Alors ici, encore une fois, je trouve que c'est un critère très subjectif, encore une fois. Parce que, encore une fois, ce n'est pas comme s'il existait une échelle de l'exigence. Et c'est être exigeant par rapport à quoi, encore une fois? C'est extrêmement vague, en fait. Hein. À mon avis, moi, dans la vie, il y a des choses sur lesquelles on va porter beaucoup d'importance, qui vont avoir beaucoup d'importance pour nous, et d'autres qui vont être moins importantes. Et donc, tout le monde se battra d'une certaine manière pour ce qui est important pour lui. Hein. Et donc, il sera plus exigeant, forcément, il sera plus perfectionniste, donc, entre guillemets, par rapport à ce qui compte vraiment dans sa vie, ce qui est important pour lui, etc. Hein. Et il se battra forcément moins pour les autres choses, hein, concrètement, hein, pour ce qu'il considère moins important, pour ce qui, à son sens, donc à son œil, aura moins d'importance. Hein. Donc, 9e critère, on va nous dire que souvent les HP sont hyper esthésiques, c'est-à-dire qu'ils ont une sensibilité développée au niveau des 5 sens, donc par exemple au bruit, aux odeurs, à la lumière et au contact de la peau. Ou sinon le goût également, voilà, 5e sens. Mais ici, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas d'échelle universelle qui va dire que vous êtes plus ou moins ceci ou plus ou moins cela, etc. Que chacun a ses sens plus ou moins développés, donc en fonction de ses conditions de vie, de sa constitution. Donc voilà, pour donner par exemple, pour donner des exemples un petit peu, on peut dire que quelqu'un pourra être très sensible au bruit, par exemple parce qu'il vit dans un endroit très bruyant, et que cela va le perturber en permanence dans la journée, qu'après il ne pourra plus supporter le moindre petit bruit, par exemple. Ou sinon, au contraire, on peut dire qu'une personne qui vit dans un endroit très calme sera très attentive au moindre petit son qui sortira de ce silence, si je puis dire. Hein. Donc cela est tout à fait, si je puis dire, dépendant des conditions de vie de chacun, dépendant de la constitution de chacun, voilà, de leur état de santé déjà. Hein. Donc si vous avez des problèmes d'oreilles ou des problèmes de nez, etc., vous allez forcément avoir plus de difficultés à ce niveau-là, et au contraire, si vous n'avez pas de problème de santé à ce niveau-là, vous allez avoir moins de difficultés, et certains problèmes de santé peuvent également entraîner une plus grande sensibilité, par exemple au niveau des sons, au niveau de l'oreille, etc. Donc cela est très clairement pour moi un critère sans intérêt, hein. Ça ne prend pas du tout en considération l'état humain, enfin la nature humaine, hein, si je puis dire. Voilà. Donc voilà, là j'ai donné l'exemple sur le son, hein, mais vous pouvez généraliser à tous les autres sens. Hein, voilà, ça va aussi pouvoir refléter également vos traumatismes. J'ai envie de dire, si vous avez subi un traumatisme qui est relié au toucher, par exemple une personne qui aurait été violée, hein, on va donner cet exemple. Mais une personne qui a été violée, elle a été touchée à certains endroits, etc. Elle peut garder en mémoire, si je peux dire, ces traumatismes. Et cela va forcément réveiller une plus grande sensibilité face à ces stimuli. Hein. Donc voilà, donc pour moi, ici, critère sans intérêt. Donc voilà. Donc 10e critère, on nous dit que les HP ont une grande curiosité, un besoin d'être nourris intellectuellement, une propension à l'ennui. Donc ici, encore une fois, la curiosité est un trait humain universel. Hein. C'est quelque chose d'absolument normal. Et encore une fois, ça dépend d'être curieux par rapport à quoi et jusqu'à quel point, j'ai envie de dire. Hein. La curiosité, pour moi, ne fait que refléter donc votre intérêt que vous allez avoir, ou que vous allez déterminer par rapport à un sujet particulier. Et donc cela ne va faire que déterminer, que refléter, voilà, donc votre attirance particulière pour un domaine ou pour plusieurs domaines différents, etc. Et c'est quelque chose sur lequel vous devez être attentif, donc, pour vous orienter vers quelque chose qui vous intéresse et qui fera donc partie donc, de votre chemin de vie, si je puis dire, de votre accomplissement, voilà.
Et lorsqu'il s'agit donc de là j'ai donné la curiosité par rapport donc à un domaine particulier, mais il peut y avoir également la curiosité face à des personnes, face à des vécus particuliers, etc. Et donc cela va refléter tout simplement les personnes pour lesquelles vous avez de l'affection, par exemple, ou les personnes pour lesquelles vous vous reconnaissez, si je puis dire, en quelque sorte, dans leur parcours, et quelque chose qui va pouvoir vous refléter en quelque sorte la compréhension de votre propre parcours, hein, par exemple. Donc voilà. Et une chose également que je veux rajouter dans ce point-là, c'est que on va être curieux parce que il y a un besoin intellectuel, si je puis dire, un besoin de compréhension derrière d'un phénomène particulier, d'une chose particulière, parce que par exemple, comme je l'ai dit, cette chose va pouvoir nous faire comprendre notre vécu personnel, ou par exemple va pouvoir nous permettre d'accomplir dans le futur certaines tâches que l'on voudrait accomplir, donc on va être curieux par rapport à certains domaines. Donc voilà, cette curiosité reflète donc un besoin intellectuel qu'il faut donc combler, hein, qui est un signe que vous devez donc vous informer sur un sujet particulier, donc voilà. Et donc sans besoin intellectuel, il n'y a plus de curiosité, parce que de toute façon, la curiosité aura donc rempli sa fonction, qui est donc de remplir ce besoin intellectuel. Hein. Donc voilà. Donc ensuite, 11e critère, on va nous dire manque d'estime de soi, manque d'amour, de confiance. Donc là, encore une fois, pour moi, si vous observez bien la société dans son ensemble, hein, et les personnes qui vivent dans cette société dans son ensemble, vous verrez que le manque d'estime de soi, le manque d'amour, le manque de confiance, etc., sont des problèmes communs à la quasi-totalité de l'humanité, si je puis dire. C'est quelque chose de totalement humain, qui est quasiment généralisé. Hein. Donc voilà. Ici, encore une fois, vous devez vous demander pourquoi est-ce que vous, particulièrement, vous avez la sensation de manquer d'amour, pourquoi vous, particulièrement, vous manquez d'estime de vous, etc. Cela va vous refléter tout simplement les traumatismes que vous avez vécu vous, personnellement, les blessures que vous avez à combler et à guérir. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Hein. Ensuite, 12e critère, on va me dire qu'ils ont une hyperactivité cérébrale, pouvant conduire à l'insomnie notamment. Hein. Donc ici, encore une fois, ça peut être commun à plusieurs personnes et à différents moments de leur vie. Hein. On peut être, par exemple, insomniaque et avoir une hyperactivité cérébrale à certains moments, et à d'autres moments, on peut être beaucoup plus paisible. Cela reflète notamment donc ce qu'on va appeler le surmenage intellectuel, hein, qui est extrêmement courant donc dans les sociétés occidentales. Car, enfin, moi j'en ai parlé donc dans une de mes précédentes vidéos sur la médecine chinoise, mais en médecine chinoise, il y a ce symptôme, si je puis dire, ce phénomène qui est décrit et que l'on va appeler donc le vide de yin du rein, par exemple. Hein. C'est donc un état pathologique, hein, on est bien d'accord, puisque c'est décrit comme donc un déséquilibre, donc en médecine chinoise, le vide de yin du rein. Donc voilà, hein, et ça c'est notamment dû donc au surmenage intellectuel. Et ça entraîne donc une série d'autres symptômes avec l'insomnie et les difficultés d'endormissement, etc. Donc je vous invite à regarder mes vidéos si ça vous intéresse, hein, mais voilà. Encore une fois, ici, je veux dire qu'il ne faut pas confondre le domaine de l'anomalie, de la faiblesse constitutionnelle, intellectuelle ou émotionnelle, par rapport au domaine de la normalité, hein, de la paix intérieure, si je puis dire. Hein. Et puis, d'une certaine façon, dans la vie, on a besoin par moment de penser, si je puis dire, sur notre vie, sur notre cheminement, etc. Et c'est tout à fait normal d'avoir une hyperactivité cérébrale à certains moments de notre vie et à ne pas pouvoir calmer le mental, entre guillemets. Hein. De plus, ici, sur ce point, j'aimerais aborder juste une question particulière, c'est la différence donc entre les humains et les animaux. Hein. Les animaux vont utiliser beaucoup plus d'énergie au niveau de leur système digestif, donc pour digérer la nourriture, hein, et beaucoup moins au niveau de leur cerveau. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, hein, honnêtement, mes deux souvenirs, c'était environ 30-40% pour le cerveau, etc. Donc d'énergie qu'ils absorbent, qui vont directement au cerveau. Ce qui n'est pas du tout le cas pour l'être humain. L'être humain va consommer environ 80% de son énergie
pour son activité cérébrale. Ça montre bien que l'être humain est un être mental, hein, donc voilà, intellectuel, qui va réfléchir donc beaucoup plus que les autres espèces. Donc voilà, hein, c'est quelque chose de tout à fait normal d'avoir un fort intellect, si je puis dire. Hein. Après, bien sûr, il ne faut pas que ce soit excessif, il faut qu'il y ait un équilibre donc entre l'intellect, le corps, etc. Tout ça, je n'ai pas dit le contraire, mais voilà. C'est juste pour définir ce phénomène. Donc ensuite, 13e critère, la forte résilience avec la capacité à rebondir. Alors encore une fois ici, cela va pour moi concerner tout le monde, car dans la vie, nous sommes tous amenés à vivre des épisodes difficiles, traumatisants, et nous sommes tous forcés de tenter à les surmonter. Hein. On connaît tous ici la célèbre citation de Nietzsche qui décrit bien donc ce phénomène. Nietzsche dit donc, citation, hein, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Fin de citation. Cela revient donc à au célèbre dicton hein, qui dit que dans la vie, que la vie est un combat perpétuel et que pour vivre, il faut se battre. Donc voilà, ça revient un petit peu à cette idée. Hein. Donc voilà, pour ce 13e critère. 14e critère, on nous dit que les HP ont un vécu de décalage, car ils se sentent différents des autres depuis leur enfance. Alors ici, moi, ce que j'ai envie de dire, hein, c'est que nous sommes tous différents. Hein, que ce critère représente encore une fois une vision très subjective que l'on a de nous et que l'on peut avoir des autres et de la société, hein, particulièrement des autres et de la société. Et ici, je dirais qu'il faut prendre en compte deux choses. Alors la première chose, c'est donc la présence d'une volonté supérieure des puissances de ce monde d'orienter, donc d'une certaine façon, les goûts, les aspirations ou les volontés de chacun, et cela à travers, par exemple, la publicité, ou plus largement, à travers toute forme de propagande de masse, que l'on va appeler notamment l'ingénierie sociale. Hein. Cette ingénierie sociale, donc, ou manipulation de masse des peuples, ne conduit qu'au fait qu'un certain nombre de personnes vont avoir l'impression de faire leur propre choix, tout en faisant en réalité la volonté d'une autre personne, d'une puissance extérieure. Et ce phénomène donc, peut conduire donc, globalement à une illusion d'uniformité, à une illusion de conformité au sein de la société, hein, car les personnes globalement vont se construire sur la base sur laquelle ils ont appris, sur laquelle que l'on a enseigné, hein, pendant leur enfance notamment. Hein. Donc voilà, ça c'est tout le phénomène, si je puis dire, sociétal et culturel on appelle ça aussi le conditionnement sociétal, hein, donc voilà, hein, c'est l'ingénierie sociale. Et donc deuxièmement, ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'évolution de notre propre conscience individuelle, à développer notre propre discernement et notre propre esprit critique par une réflexion approfondie donc des phénomènes de la vie, par une méditation approfondie, si je puis dire, de ce qui nous constitue, de ce qui constitue le monde et la Terre. Hein, donc voilà, hein, toutes les institutions qui le constituent et quel est leur rôle, etc. À quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait, etc. Donc voilà, ça dépend donc de votre évolution personnelle. Hein. Et c'est cette évolution personnelle qui va vous permettre donc finalement de dépasser cette conformité que l'on souhaite nous imposer à tous. Et donc c'est de là, de cette volonté donc de ce discernement qu'on va développer, que va nous venir cette pensée anticonformiste, si je puis dire, dont certains parlent aussi, donc au sein de ce phénomène HP. Hein. Donc voilà. Bon, rien d'autre à dire sur ce 14e critère. 15e critère, on va nous dire que les HP ont une pensée intuitive, c'est-à-dire qu'ils vont comprendre les situations très rapidement. Mais encore une fois, moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en tant qu'être humain, nous avons tous une intuition qui nous guide dans la vie. La question après, c'est est-ce qu'on va être assez mature pour les prendre en considération, pour les comprendre. Et ce n'est en tout cas pas forcément tout le temps le cas. Hein. Moi, ce que j'ai envie de dire également, c'est que c'est bien d'avoir de l'intuition, mais l'intuition ne fait pas
ne fait pas preuve de vérité, si je puis dire. Car on a tout d'abord une intuition qui nous guide vers une certaine orientation, vers quelque chose, vers une certaine compréhension, mais ce n'est pas parce qu'il y a l'intuition que c'est forcément vrai. Il faut toujours vérifier la nature de l'intuition, car ce n'est pas parce que nous pensons quelque chose que c'est encore une fois forcément vrai. Hein. Il faut vraiment faire preuve de discernement là-dessus et vraiment faire bien attention à ça. Hein. Donc, 16e critère, hein, on nous dit qu'il y a un faux self dominant pour s'adapter aux autres. Alors ça, typiquement, c'est quelque chose qui ne fait pas l'unanimité donc dans ce phénomène HP, hein, parce que certaines personnes vont dire qu'il y a différentes possibilités d'orientation pour les personnes qui se reconnaîtraient donc dans ce phénomène. Hein. Il va y avoir d'un côté ceux qui vont développer justement ce fort faux self, et de l'autre côté ceux qui ne vont pas vouloir le développer et donc qui vont en quelque sorte s'isoler de la société. Donc la tendance à l'isolement, voilà. Mais à mon sens, donc, en fait, ce critère n'a absolument aucun intérêt parce que cela est, encore une fois, déjà universel à tous. Hein, et cela va être beaucoup en lien donc avec nos blessures d'âme. Donc voilà, pour ceux qui ont vu ma série de vidéos sur donc les flammes jumelles, hein, où je parle donc des blessures d'âme, eh bien vous aurez très bien reconnu donc la distinction donc entre le féminin qui va plus développer le faux self et entre le masculin qui va plus avoir une tendance à l'isolement, voilà, parce qu'il aura été, parce qu'il ne voudra pas tout simplement avoir de masque, hein, donc voilà, donc il aura plus tendance à l'isolement. Donc voilà pour ce 16e critère. 17e critère, on a le syndrome de l'imposteur, se disant doute donc sur l'accomplissement et sur la réussite. Alors moi ici ce que je dirais c'est que le fait de douter sur sa réussite n'est pas forcément un mal, que ça peut être un moteur qui nous pousse justement à cet accomplissement. Hein. Que s'il n'y avait pas ce doute sur l'accomplissement, que si il y avait une trop grande confiance en soi, si je puis dire une trop grande assurance, eh bien certaines personnes tout simplement lâcheraient, jetteraient l'éponge si je puis dire, lâcheraient prise, etc. et ne travailleraient plus suffisamment à la hauteur de leur réussite, hein, de leur accomplissement. Donc ce doute est bénéfique. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose de néfaste, et je pense encore une fois que c'est quelque chose qui est général à toutes les personnes qui réussissent. Hein. Tant qu'au syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui peut toucher différentes personnes pour différentes raisons. Hein. Donc le syndrome de l'imposteur, c'est cette chose qui dit que vous ne vous sentez pas à la hauteur de votre position, etc. Ou que vous ne pensez pas que ce que vous avez, vous le méritez, que vous avez donc un syndrome de l'imposteur. Hein. Mais déjà, ce que j'ai envie de dire sur ce syndrome de l'imposteur, c'est que ça peut toucher différentes personnes pour différentes raisons, que je ne peux pas vraiment faire d'explication contradictoire face à ce phénomène, puisqu'on ne connaît pas vraiment le fondement du problème, si je puis dire ici. Il peut y avoir différentes raisons qui emmènent les personnes à avoir ce genre de doute et de syndrome de l'imposteur. Hein. Mais d'une manière générale, j'ai envie de dire, plus on acquiert d'expérience, plus on acquiert de l'assurance, donc dans un domaine particulier, et plus ce phénomène de ne pas se croire à la hauteur se distancera de nous, tout simplement. Donc le 18e critère, c'est donc, d'après cette vidéo, se sentir bien avec des personnes plus âgées, car ils ont une plus grande maturité qui va donc se rapprocher de la nôtre, ce qui dit. Hein. Alors d'après moi, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles certaines personnes préfèrent rester avec des personnes plus âgées, cela dépendra de chacun, ce ne sera pas forcément le cas, quoi. Mais de plus que la notion de maturité est quelque chose de propre à chaque parcours de vie, à chaque personnalité, et qu'une personne âgée n'est pas forcément une personne plus mature, hein. Intellectuellement, je veux dire, comme on l'entend généralement. Et une personne jeune peut être tout à fait mature. Hein. Cela dépend en réalité de chaque personne, etc. C'est pas parce qu'en fait on reste avec des personnes plus âgées que l'on préfère des personnes plus matures, etc. Enfin, ça n'a rien à voir à mon sens. Hein. Voilà. Mais je reviendrai sur cette notion de maturité donc et donc d'individu à la fin de la vidéo.
Donc ensuite, 19e critère, on nous dit qu'il y a un besoin de changement. C'est-à-dire au niveau de l'activité, de l'emploi, ou au niveau même des relations. Hein. Alors ici, besoin de changement, c'est extrêmement vague. Pourquoi changement, hein? Pourquoi est-ce qu'il y aurait changement? Un changement pour trouver ce qui nous correspond plus, un changement pour répondre à un besoin ponctuel, un changement qui est inopiné et non voulu, par exemple, hein, qui est un état de force majeure, si je puis dire, en quelque sorte, entre guillemets, pour ceux qui connaissent la notion. Hein. Donc voilà, c'est un critère extrêmement vague, ça n'a vraiment aucun intérêt. On est tous prompts au changement lorsqu'il s'impose et lorsque voilà, on a atteint, encore une fois, l'évolution de conscience nécessaire pour arrêter d'être dans le déni personnel de nous-mêmes, si je puis dire, en quelque sorte, et d'aller vers ce qui nous attire, vers ce qui nous fait envie le plus, etc. Donc voilà. Et donc finalement, donc 20e critère, on nous dit que les HP sont souvent victimes de pervers narcissiques. Alors, donc l'histoire des pervers narcissiques fera donc l'objet d'une autre vidéo, parce que c'est aussi, d'après moi, très idéologique, et cela nécessite donc un approfondissement. Donc voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais bon, de toute façon, je pense que je vais la faire. Hein. Ce sera probablement la vidéo qui va suivre celle-ci. Donc voilà. Donc voilà, pas grand-chose à dire sur ce critère. J'en parlerai donc dans une autre vidéo des pervers narcissiques. Voilà. De toute façon, avec tout ce que je viens de dire auparavant, j'espère que ce que j'ai dit a été clair, hein, que vous avez bien compris mon point de vue sur la question et pourquoi je pense que ce phénomène haut potentiel, HP, tout ça, est pour moi purement idéologique et purement moderne et il ne comprend pas la nature réelle de l'homme. Et justement, je vais passer donc à la partie où je vais parler un petit peu de la nature humaine, hein, d'après moi, encore une fois. Hein. Et donc moi je dirais tout d'abord qu'il faut bien comprendre que déjà nous sommes tous des êtres humains, hein, qu'en cette qualité nous disposons tous plus ou moins, c'est-à-dire de manière plus ou moins développée, hein, en fonction de chacun, du mode de vie, du vécu, des traumatismes et de tout ce qui caractérise un être humain. Enfin, nous disposons tous donc de ce qui caractérise un être humain, c'est-à-dire donc les 5 sens, l'empathie, la sensibilité, les aspirations, les attirances, l'intelligence cognitive. Donc l'intelligence cognitive, c'est-à-dire la parole, la pensée, etc. Tout ça, l'intelligence cognitive, la créativité, la curiosité, et enfin l'intuition. Donc voilà, ce sont des critères généraux donc d'être humain. Et cela, donc, pour moi, est vrai tout le temps. C'est quelque chose que nous possédons tous de manière générale. Et dans le cas où certaines personnes ne posséderaient pas ces éléments, hein, donc c'est une question d'anomalie pathologique, si je puis dire. Certaines personnes peuvent être sourdes, par exemple, et donc ne pas posséder le sens de l'ouïe, par exemple. Ou encore certaines personnes peuvent être psychopathes, donc dans le domaine de la pathologie mentale, et donc avoir très peu d'empathie, voire pas du tout d'empathie. Hein. Mais il ne faut pas confondre ici la normalité avec l'anomalie. Hein. Et donc, ce que je veux dire ici également, c'est que nous avons tous ces éléments en nous, mais sous forme de potentialité davantage. C'est-à-dire que nous avons tous, par exemple, le potentiel de sentir, mais que si dans notre vie nous ne sentions rien, eh bien, dans ce cas-là, nous n'aurions pas la sensation de sentir. Hein. Mais cela est totalement impossible de toute façon, puisque de toute façon nous sentons. Hein. Mais c'est pour imaginer un petit peu. Hein. Pareillement, si nous avons tous le potentiel d'entendre, de voir, etc., tout ça. Hein. Donc pour les autres points, hein, nous avons tous un potentiel d'intelligence. Mais on peut imaginer que cette intelligence, si elle n'est pas développée, dans ce cas-là, la personne restera bête, en quelque sorte. Nous avons donc tous un potentiel empathique et de sensibilité. Mais encore une fois, si ce potentiel n'est pas développé, on restera insensible. Nous avons tous un potentiel de créativité, mais si nous ne le développons pas, nous ne créerons rien, nous subirons donc les créations des autres. Donc voilà, mais donc également donc, dans notre qualité d'être humain, nous avons tous des besoins
et au-delà donc des besoins vitaux essentiels que sont l'alimentation, l'habitat, etc., nous avons tous le besoin d'être aimés, hein, et donc cela est notamment donc en rapport avec tout ce que nous avons subi, toutes nos blessures et nos traumatismes. Et donc dans certaines circonstances, nous avons tous développé différents moyens de défense que l'on peut appeler donc l'ego, hein, voilà, que je parle notamment donc dans ma série de vidéos Flammes Jumelles que je vous invite à aller voir. Et donc voilà, comme je l'ai dit donc tout au long de cette vidéo-là, il est tout à fait normal de surréagir à un événement qui réveille un de ces épisodes traumatiques, hein. Et donc forcément, si ça réveille un de ces épisodes traumatiques, c'est tout à fait normal qu'il y ait une hypersensibilité face à ça, une hypersensation, quelque chose qui soit fort à ce moment-là, et qui explique, si je puis dire, une forte réaction de notre part, hein. Donc voilà. Et ensuite, donc il y a cette sensation, cette force réponse à ce stimuli, si je puis dire, qui vient de l'extérieur. Et après, c'est de la responsabilité de chacun de tempérer ses souffrances d'une certaine manière pour qu'elles ne constituent pas donc un frein à notre évolution personnelle et pour qu'elles n'engendrent pas plus de souffrance, inutilement en quelque sorte, hein. Donc voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la nature humaine. Donc d'après moi, dans la dernière partie de cette vidéo, j'aimerais quand même aborder rapidement la notion de l'astrologie, hein, parce que, comme je l'ai dit, nous sommes tous différents, donc nous avons tous des caractéristiques humaines en nous plus ou moins développées, etc., en fonction de chacun. Mais ce qui va donc nous constituer, hein, à l'intérieur de nous, ça va être notamment, donc, enfin, ce qui va nous permettre de voir ce qui nous constitue, ça va être donc notamment l'astrologie, hein. Donc ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'il va vous constituer, ce sont notamment différentes énergies, si je puis dire. Et donc ces énergies, ça va être par exemple les 4 éléments, hein, donc voilà, le feu, l'air, l'eau et la terre, donc par exemple. Mais de manière plus précise, c'est l'astrologie qui va nous permettre de le voir, hein, de manière plus précise, parce qu'il y a notamment donc 12 énergies principales, donc caractérisées par les 12 signes du zodiaque, hein. Et donc les différentes planètes donc, qui constituent donc l'astrologie, hein, il y en a 10 en tout, et qui vont donc se positionner donc, en fonction de votre date de naissance, hein, donc, et de votre heure de naissance, de votre lieu de naissance, on va réussir à avoir l'ascendant. Et donc c'est grâce au positionnement de toutes ces planètes et de l'ascendant et qui va vous déterminer, vous, précisément et de manière unique, voilà, et différent de tous. Et donc ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ce qui va compter le plus en astrologie, ce qu'on dit, hein, c'est toujours le soleil, tout d'abord, hein, qui constitue donc votre personnalité profonde, et ensuite donc l'ascendant, qui va constituer donc ce qui transparaît le plus rapidement et le plus facilement de vous, hein. Et donc ici, hein, il va y avoir donc le soleil plus l'ascendant qui vont constituer déjà une personnalité de base chez vous, hein, si je puis dire, c'est votre personnalité principale. Après, il va y avoir les autres planètes qu'il va falloir rajouter. Mais déjà, ici, rien qu'avec le soleil et l'ascendant, si on fait le calcul, ça fait 12 fois 12, ça fait donc 144 possibilités, c'est-à-dire qu'il y a déjà 144 possibilités de base, donc de personnalités différentes, donc sur cette Terre, hein. Donc déjà, voilà, on voit bien à quel point les choses sont beaucoup plus complètes et beaucoup plus détaillées et vastes. Donc grâce à l'astrologie, il y a déjà 144 possibilités, et ces 144 possibilités sont décrites sans prendre en compte donc les différents décans des signes, puisqu'il y a 3 décans par signe, et décans avec lesquels il va y avoir différentes variantes, hein, donc voilà. Mais ici, je ne prends pas donc en compte les décans, hein. Et donc, il y a donc après donc, ces 144 possibilités de base, comme je l'ai dit, il va falloir donc rajouter les différentes planètes aux différentes positions qui vont se situer au niveau de votre carte du ciel, comme on l'appelle, ou votre cosmogramme. Et donc c'est ça, c'est ces positions planétaires, les aspects qu'elles forment entre elles, ainsi que donc votre personnalité de base, qui va déterminer donc votre cosmogramme, votre personnalité qui va être donc unique, hein. Car personne n'est donc exactement identique, hein.
Et donc pour finir cette vidéo, je vais essayer de faire certains liens, donc je vais juste en faire un petit peu, par rapport à ce que j'ai énoncé donc tout au long de cette vidéo, par rapport à ces fameux critères au potentiel, donc en rapport avec l'astrologie. Donc voilà, une chose que je n'ai pas dite, mais c'est que bien sûr, chacun va avoir des dominantes planétaires au sein de son cosmogramme, etc., et qui vont déterminer donc ses dominantes personnelles à lui, quelles sont les planètes et quels sont les signes qui vont le plus jouer dans sa personnalité à lui. Et donc ici, comme je l'ai dit, je vais prendre quelques exemples, mais ici, retenez bien que je ne suis pas un spécialiste en astrologie et que je peux tout à fait me tromper. Voilà, c'est pour ça que je vais aussi donner peu d'exemples, parce que je n'ai que peu de connaissances dans ce domaine, voilà, et que je n'ai pas envie de dire de bêtises. Donc voilà, si vous y connaissez mieux que moi, n'hésitez pas donc à commenter cette vidéo pour donner plus d'informations. Donc concernant tout ce qui est sensibilité émotionnelle, empathie, tout ça, ce sont donc des caractéristiques, des phénomènes qui vont être reliés à l'eau, à l'élément de l'eau. Donc on va regarder ici les signes d'eau. Donc les signes d'eau, c'est Cancer, Scorpion et Poisson. Donc notamment, donc si vous avez des dominantes dans les signes d'eau, donc vous allez pouvoir avoir plus de sensibilité ou plus d'empathie que d'autres personnes, par exemple. On va également regarder si vous avez une dominante au niveau de certaines planètes. Donc ici, comme planète, on va regarder particulièrement la Lune, ou sinon Neptune. Donc voilà pour cet exemple. Ensuite, deuxième exemple qu'on peut donner, c'est par exemple tout ce qui va être relié donc à l'intelligence, la lucidité, la curiosité, etc. On va regarder principalement donc le signe des Gémeaux, parce que le signe des Gémeaux, c'est le signe curieux par excellence, et le signe qui va être relié à l'intelligence. Ensuite, pour l'intelligence et la lucidité, il y a également le signe du Verseau qui est aussi relié à ça. Et ensuite, donc au niveau des dominantes planétaires, on va davantage regarder donc principalement la planète Mercure qui est la planète de l'intellect. Voilà, c'est Mercure qui va être le plus important ici. Et secondairement, donc, on va pouvoir regarder bien sûr Uranus. Voilà. Ensuite, donc, pour le sentiment de liberté, on regarde bien sûr le Verseau. Et le Verseau, donc, qui est associé donc, bien sûr à la planète Uranus. Uranus qui est très importante aussi pour tout ce qui est sentiment de liberté. On regarde Uranus et on regarde le signe du Verseau. Si vous avez des dominantes dans le Verseau ou, ou avec Uranus, vous allez avoir fortement un sentiment profond de sentiment de liberté, une envie de liberté. Et donc ici, je vais donner un dernier exemple, ça va être par rapport donc à la maturité dont on a parlé justement dans cette vidéo, par rapport au fait d'avoir une maturité très jeune, d'avoir envie de se rapprocher des gens plus matures et de ne pas, entre guillemets, supporter les personnes puériles. Et donc cela va concerner bien sûr Saturne. C'est Saturne qui va être très important ici. Toutes les personnes qui ont une dominante saturnienne vont se reconnaître dans ce comportement, vont avoir eu la sensation d'avoir été matures très très jeunes. Et donc voilà, ça c'est les personnes qui ont un Saturne fort, voilà, globalement. Et donc je vais en finir là pour les exemples en astrologie pour cette vidéo globalement. Je vais finir comme pas mal de mes vidéos par une citation, comme à mon habitude, pardon. Et donc cette citation est de Julian Assange. Donc voilà, on lui rend hommage. Et donc citation: chaque fois que nous sommes témoins d'une injustice et que nous n'agissons pas, nous formons notre caractère à être passif en sa présence, et nous finissons alors par perdre toute capacité à nous défendre nous-mêmes, ainsi que ceux que nous aimons. Donc fin de citation. Voilà, je trouvais que c'était très à propos dans cette vidéo où on parlait notamment donc de la justice et de l'injustice. Voilà, je vous laisse donc sur ces mots. Donc en cette fin de vidéo, je rappelle bien sûr que je suis donc thérapeute en biorésonance multidimensionnelle et que je peux vous accompagner dans votre régénération, dans votre retour vers un état de santé sain. Donc pour cela, je vais mettre juste ici la playlist correspondante donc sur ma chaîne. Donc si ça en intéresse certains qui ne me connaissent pas encore, bien sûr. Et
Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à une prochaine fois, hein.